Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ceux qui me rejoignent. Ce soir, on va parler de l'importance de prendre des décisions. Comment prendre des décisions pour avoir un maximum d'impact derrière. C'est le sujet de la soirée. Euh, Merci à ceux qui me rejoignent live. Si tu me rejoins après le live, laisse un hashtag replay pour si tu regardes la vidéo en replay par la suite. Ce soir, on parle de l'importance de prendre des décisions. Parce que justement, la capacité qu'on a à prendre des décisions, c'est littéralement le facteur le plus déterminant qui impactera les résultats qu'on a au final. Parce qu'on a tous, êtres humains, on a tous 24 heures dans la journée. Et la différence entre des personnes qui, après des années, se retrouvent en train de tourner en rond, en avoir du mal à atteindre leurs objectifs, c'est là qui atteint des choses incroyables, c'est vraiment les décisions qu'elles prennent. Donc il est très important de se demander comment est-ce que comment est-ce que je prends une décision, quelle est la stratégie que je dois utiliser pour prendre une décision qui me rapporteront le plus de rendement que faire se peut. Parce qu'au final, on dit souvent que la vie qu'on a est la somme des décisions qu'on a prises par le passé. Ça veut dire que si on se dit, ok, la vie que j'ai aujourd'hui, indépendamment de ce à quoi ça ressemble, que je sois content de la vie que j'ai créée ou que je sois pas très satisfait de la vie que j'ai créée, c'est en fait la somme des actions que j'ai prises, des décisions que j'ai prises par le passé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de se demander comment est-ce qu'on prend les décisions, quelle est la structure qu'on va avoir à l'esprit lorsqu'on décide, en fait, pour décider, en fait, parce que littéralement, les choix qu'on prend, les décisions qu'on prend, c'est l'une des variables, l'une des variables les plus déterminantes qu'on puisse, qui déterminera un peu le futur qu'on aura. Et c'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Si on est quelqu'un là qui veut créer de la richesse, si on est quelqu'un qui veut se dépasser, qui veut avoir un impact plus important, donner plus à sa famille, impacter, voilà, que ce soit au niveau de sa famille, de son cercle familial, ou sa communauté, ou le monde entier, il est important qu'on se demande concrètement comment est-ce que je décide en fait. Parce on vit dans une société où la plupart du temps, qu'on pense à décider, on va la plupart du temps regarder autour de nous pour informer la décision qu'on va prendre. On va regarder ce que notre ami a fait, ce que notre cousin a fait, ce que notre grande soeur a fait par le passé, ce que notre mère a fait quand elle était à notre âge, ce que notre ami a fait. Et on prend les décisions par rapport à ce que ces personnes-là ont fait. Mais très peu de fois, on s'arrête pour se demander est-ce que les personnes desquelles je modèle la décision que je suis sur le point de prendre, c'est vraiment des personnes qui ont atteint un niveau de résultat que je veux vraiment atteindre dans le futur. Parce que des fois, on voit quelqu'un se dire, ok, bon, elle a ou il a un truc qui me semble intéressant, je vais laisser la personne prendre la décision à ma place en fait. Et c'est une grosse erreur. Donc comment est-ce qu'on décide en fait, comment est-ce qu'on choisit le framework ou la structure décisionnelle pour faire des choix en fait. Et la première étape en fait pour prendre des meilleures décisions, l'une des raisons pour lesquelles c'est super important, c'est bien justement du fait que si on se rend compte au final que la vie qu'on a présentement, la vie qu'on a créée jusqu'à aujourd'hui, ce n'est la faute de personne autre que la nôtre en fait. Ça veut dire que si on regarde la vie qu'on a, on se dit waouh, la vie que j'ai franchement c'est une vie de malade, c'est une vie que j'adore, c'est une vie que je kiffe de ouf. Ça veut dire on a fait des choix magnifiques, ça veut dire qu'on a fait des choix impressionnants. Mais si on regarde la vie qu'on a créée, on se dit waouh, c'est pas forcément la vie que j'avais imaginé avoir, c'est pas forcément où je m'étais imaginé être à cet âge. Ça veut forcément dire qu'il y a des choses qu'on doit revoir en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle il est très important de s'arrêter pour se demander ok, quelles sont les décisions que j'ai prises par le passé et qu'est-ce que je devrais changer pour la façon dans laquelle je prends une décision. Parce que la plupart du temps on vit un peu comme de façon en autopilot, ça genre on vit de façon perpétuelle, genre vous avez dit on se réveille le matin, on va au boulot, on rentre le son, on regarde la télé, on lit un bouquin, on est sur Instagram, sur TikTok, sur WhatsApp, on scroll, après on se couche, on dort, le lendemain on refait la même chose. Et on vit un peu comme ça et on a des rêves, on a une vision qu'on veut créer, on se dit que je veux gagner plus d'argent, je veux être dans un meilleur appartement, je veux acheter une maison, je veux envoyer mes enfants dans la meilleure école, je veux ainsi de suite, ainsi de suite. Bonsoir Dani. On a tous ces rêves-là qu'on a, toutes ces visions-là de ce qu'on veut créer, mais on ne prend pas d'action. Et on espère comme ça qu'à un moment donné, les choses vont changer toutes seules, on espère que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais la vérité, c'est que si tu veux savoir en fait où tu seras dans 5 ans, regarde un peu les actions que tu as prises, regarde un peu les décisions que tu as prises, regarde un peu où ton argent part, regarde où ton temps part également. Parce que ce sont les déterminants qui en fait se feront, qui formeront en fait la vie que tu auras derrière. Et si le futur que tu veux créer est drastiquement différent du futur que tu as actuellement, il est d'autant plus impératif que tu changes les décisions que tu prends en fait. Et je pense que c'est souvent c'est un peu comme un cercle vicieux dans lequel beaucoup de personnes sont. Et on a souvent l'impression on se réveille maintenant, on se dit waouh, c'est pas forcément la vie que je voulais, c'est pas forcément la relation que je voulais, c'est pas forcément la forme physique que je voulais avoir, c'est pas forcément, bref, on a forcément, et moi ça a été mon cas pendant un moment, parce que j'ai été en 2020, quand la pandémie nous a tous frappés,
à ce moment-là que je me licencie, je lance le business et je me dis bon écoute, je lance le business, c'est vrai que nous sommes en pleine crise économique où je vais full time dans l'entrepreneuriat, mais je me dis un peu que ça, les choses vont se faire d'elles-mêmes, tu vois, je me dis ok bon, ça va se faire, mais après je me rends compte qu'en fait non, je me rends compte en fait que ce sont c'est littéralement les actions que je prends au quotidien qui déterminent le résultat que j'ai. Et donc quand 2020 passe, je me rends compte waouh, j'avais des rêves que j'avais fait mon vision board, j'avais fait ma liste d'objectifs sur mon petit journal, sur mon petit calepin et tout en début d'année et tout ce que tu veux derrière, mais j'avais la vision, j'avais écrit les objectifs, bonsoir Herbert, j'avais écrit les objectifs, mais j'ai pas pris les actions, j'ai pas pris les décisions qui m'auraient conduit à la vision que j'avais créée en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, tout simplement, je me suis rendu compte que bah non, en fait, j'étais pas mal en retard sur la vision que j'avais de ce que je voulais créer. Et je me suis rendu compte en fait que c'est pas seulement décider de ce qu'on veut, parce que souvent on se dit ok, une fois que j'ai décidé de ce que je veux créer, j'ai fait le plus gros pas en fait. Une fois que j'ai décidé de ce que je veux vraiment dans ma vie, ça veut dire que je vais absolument y arriver. C'est ce que je m'étais dit, parce qu'à l'époque tu écoutais une tonne de mindset coach qui vont te dire définis ce que tu veux créer, définis quel est ton pourquoi, définis vraiment quelle est ta vision et tout, et ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est finalement que 10% du travail, en fait, parce que une fois qu'on a défini ce qu'on veut créer, c'est forcément, on a une vision de ce qu'on veut. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ok, je veux aller aux États-Unis ou je veux aller en Afrique. Ok, d'accord. Tout le monde va aller en Afrique, tout le monde va aller aux États-Unis, si je veux dire. Après, je dis souvent, la vision qu'on a ne nous rend pas unique. La vision qu'on n'en est pas unique. Tout le monde veut plus d'argent, tout le monde veut de meilleures relations, tout le monde veut un meilleur corps, tout le monde veut avoir une plus grosse dose d'énergie, tout le monde veut voyager. Bref, on a tous plus ou moins les mêmes besoins en tant qu'être humain. Je veux dire, les besoins que j'ai sont les mêmes besoins probablement que Dani ici ou que Nen Barry sur le live. On a tous plus ou moins les mêmes désirs. Et ce qui nous rend différents, ce n'est pas tant les désirs qu'on a, mais ce sont les actions qu'on prend, ce sont les décisions qu'on prend. Parce que la grosse différence entre ceux qui ont des désirs et qui voient ces désirs-là se manifester dans les années qui vont venir, ceux qui ont les mêmes désirs qui vont germer en eux pendant des années, qui ne vont jamais laisser les recours aux désirs en question, ce sont les actions qu'ils prennent, ce sont les décisions qu'ils vont prendre. Et c'est la raison pour laquelle prendre les décisions, en fait, c'est l'une des choses les plus importantes. Et on vit je pense qu'on a un peu grandi étant un tout petit peu aliéné parce que on n'a pas forcément eu un cadre. Je veux dire, surtout si tu es d'Afrique francophone, on n'a pas forcément eu un cadre. On était forcément pour ça prendre des décisions. Je veux dire, tu vas à l'école, tu dis, ok, bon, tu veux devenir, on te dit, ok, tu peux choisir entre pharmacien, infirmier, comptable ou, je sais pas trop, ou ingénieur. On a fait le choix pour toi, en fait. On te dit, bon, peut-être c'est mieux que tu fasses ingénieur ou patati patata. Tu n'es pas forcément libre, quoi, à la décision. Et pareil, même quand on arrive à la fac, on dit qu'est-ce que je vais faire à la fac, on se dit ok, ma copine a pris chimie, moi aussi je vais prendre chimie, mon petit ami a dit qu'il part dans telle université, je vais dans la même université que lui. On fait un peu des choix. Je me rappelle quand j'étais à la fac, on a commencé en tronc commun, et à un moment donné il fallait qu'on se sépare. Et j'avais une amie, je me rappelle très bien, après on s'est décidé comme ça, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et elle, je sais pas ce que je vais décider, je sais pas ce que je dois faire. Et j'étais en mode, mais choisis juste un truc, après ça ne marche pas, mais je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Et finalement, elle a pris un truc comme ça vite fait, parce qu'elle n'avait pas forcément à se décider. Et c'est un truc que, je veux dire, moi, par exemple, j'ai ressenti la même chose quand, après, je me suis dit, qu'est-ce que je dois choisir comme filière? Ou quand j'ai voulu quitter l'Italie pour l'Allemagne, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? J'étais en mode, je sais pas ce que je vais faire, je sais que ce qui paye bien, c'est l'actuariat, c'est la data science, c'est ce que je vais faire. Donc, on prend un peu de décision comme ça, on est un peu comme sur un coup c'est un peu comme une sorte d'impulsion en fait, on n'y pense pas vraiment, mais la vérité c'est que lorsqu'on devient adulte, lorsque l'école finit, lorsque la vraie vie commence, on commence à vivre justement comme on entre dans la routine. C'est métro, boulot, dodo, on sort le matin, on rentre le soir, on paye les factures, on recommence et ainsi de suite. On ne s'arrête pas pour se demander est-ce que cette vie que je suis en train de vivre, est-ce que c'est la vie que je veux, est-ce que les actions que je prends, que je propose est vraiment en accord avec la vision que je veux dans 3 ans. Où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Quel revenu est-ce que j'aimerais avoir? Dans quel type de business est-ce que j'aimerais vivre? Quel genre de corps est-ce que j'aimerais avoir? Quel genre de voiture j'aimerais conduire? Quel genre d'accessoires j'aimerais avoir chez moi? Quel genre de maison j'aimerais avoir? Combien de vacances est-ce que j'aimerais prendre par an? On ne se pose pas ces questions qui sont super importantes. On ne se pose pas ces questions-là, du coup. On est dans la routine. On se réveille matin totalement dégoûté. Je parle à beaucoup de personnes qui ont 40 ans, ont 50 ans, et je suis des fois un tout petit peu effrayée parce que je me rends compte que non seulement 40 ans, quand tu as 18 ans, 20 ans, tu as besoin de quelqu'un qui a 40 ans est tellement vieux. Mais quand tu entres dans la trentaine, tu te rends compte en fait que 40 ans, c'est pas si vieux que ça. 40 ans, ça va être quelqu'un de jeune. Ou même 50 ans, tu commences à dire, mais 50 ans, c'est pas très vieux. Et donc, quand je parle aux gens qui ont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, une chose que je trouve assez effrayante, c'est le fait que elles n'ont pas le sentiment d'avoir choisi ce qu'elles font, en fait.
Elles ont le sentiment que c'est un peu tombé sur elles. Elles ont le sentiment que, ouais, si j'aurais aimé faire autre chose, j'aimerais vivre une vie différente, mais, je sais pas trop. C'est un peu la vie que j'ai pour le moment. Et je pense que ça vient un peu du fait que, on vit justement au jour le jour. On est focalisé sur payer les factures, joindre les deux bouts à la fin du mois, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on on a la possibilité de prendre une décision qui est hors de notre zone de confort, une décision qui va permettre qu'on fasse un truc de différent, qu'on risque un tout petit peu en temps, en argent, en énergie, on retracte. On se dit, non, c'est trop risqué, je vais pas le faire. À quoi bon risquer? On ne se rend pas compte, en fait, que le plus gros risque qu'on a envie de prendre, c'est être dans une sorte de routine qui nous satisfait pas forcément. Parce que la vérité, c'est qu'on a souvent l'impression, on vit souvent dans ce monde plein d'illusions, on se dit, ok, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Les choses vont changer d'une façon ou d'une autre. On ne se rend pas compte lorsqu'on est adulte, parce que lorsqu'on a la fac et tout, et ça c'est un sujet qui est plus important pour ceux les jeunes professionnels, ceux qui sont entre 28 et probablement entre 28 et 30, 35, 36 ans, c'est plus ou moins le sujet pour eux, parce que je pense que c'est la tranche d'âge qui est assez délicate, parce que on transition de la fac, j'ai même 25 ans en fait, on transition de la fac, parce qu'à la fac on sait que bon, on a une pression. À la fac, on a une pression on a les amis, on a la structure formelle de l'école, de la fac qui fait que voilà, on doit avancer, ainsi de suite. Mais lorsqu'on commence à bosser, en fait, ça devient un peu, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun de son côté, chacun se bat, chacun se démerde un tout petit peu nos amis, et ainsi de suite. Et on a tous des rêves différents, en fait, de ce qu'on veut créer. Et si on ne s'arrête pas pour se demander, d'accord, voici la vision que j'ai de ce que je veux créer et quelles sont les actions que je dois prendre au quotidien pour que la vision se réalise, en fait. Quel est mon plan concrètement pour que la vision se matérialise? Beaucoup de personnes ne s'arrêtent même pas vraiment pour se demander ce qu'ils veulent vraiment de leur avenir. Beaucoup de personnes savent, ok, bon, je veux travailler, prendre une maison, peut-être prendre un terrain au pays, ainsi de suite. On a des rêves un peu on a des rêves, en fait, je sais même pas si ces rêves-là sont les nôtres, en fait. On se prend la peine. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand je parle aux gens qui ont 40 ans, 50 ans, et qui me disent, oui, c'est vrai que je travaille, j'ai un boulot et tout, mais franchement, mon boss me saoule, j'en ai marre de faire 2 heures de trajet matin, midi, soir, ou matin, soir pour aller au boulot, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de cela, j'aurais vraiment aimé vouloir faire ceci, mais je n'arrive pas, c'est trop tard maintenant. Je suis en mode waouh, il y a un truc qui se passe. Et c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est vraiment pratiquement tout dans cette tranche d'âge, c'est un sentiment qui revient encore et encore et encore. Et quand je parle également des personnes qui sont, et même pour moi, quand j'ai commencé à bosser à l'époque, je me rappelle très bien que j'avais un gros sentiment de mal-être. Et j'étais en mode, waouh, c'est vraiment c'est la vision que j'avais de ce que je voulais faire quand j'ai commencé à étudier. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'étais en écoute, je vais être journaliste parce que c'est vraiment, j'aime voir les gens à la télé parler, moi c'est trop cool. Il m'a dit, mais non, journaliste, ça vaut pas la peine d'être journaliste, pourquoi tu veux être journaliste? Ces gens sont les plus mal payés au monde. Si tu veux vraiment être, faut que tu deviennes comptable. Et je me suis dit, waouh, dans les comptables, je me suis dit, mais bien sûr, les comptables sont les gens les plus riches au monde. Je me suis dit, ah d'accord, je vais devenir comptable. C'est comme ça que j'ai commencé à faire finance et autres. Mais, donc, un rêve que j'avais pratiquement, je me suis dit, ok, je serais comptable, je serais dans la finance, j'aurais beaucoup d'argent et tout, je serais machin truc. Mais quand j'ai commencé à bosser, littéralement, un rêve que j'avais pendant une dizaine d'années, quand j'ai commencé à bosser dans le domaine en question, j'étais en mode, waouh, ce serait mon rêve d'enfance, ainsi de suite. Et j'étais très déçue parce que je me suis rendu compte que, ouais, c'est vrai que j'ai le boulot que j'avais voulu avoir, j'ai le salaire que j'ai demandé à avoir, je travaille dans un gros bâtiment, avec des collègues fancy, et tout ce que tu veux derrière. Mais j'avais un gros sentiment de mal-être et je me suis dit c'est pas la vie que je veux mener, c'est pas une vie que je me vois faire dans 5 ans, c'est pas une vie que je me vois faire dans 10 ans, c'est pas une vie que je me vois vivre comme ça le reste de ma vie en fait. Et ça a été très bizarre parce que je me suis dit mais c'est bizarre parce que après ça fait 10 ans que je poursuis ce rêve, je suis censée être super heureuse de la vie que j'ai présentement, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte en fait que la raison pour laquelle j'avais un gros sentiment de mal-être c'est parce que le rêve que je pensais avoir n'est pas vraiment le mien en fait. C'était le rêve de mon père. C'était le rêve que la société a pensé que c'était le meilleur, en fait. Je suivais le rêve qu'il avait. Il a mis un rêve en moi qui, de son point de vue, était magnifique et qui était magnifique pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, ça ne me satisfaisait pas, en fait. Et souvent, ça requiert beaucoup de courage, et ça requiert beaucoup d'introspection, de se dire, ok, ce rêve que je fais, ce que je fais présentement, c'est vrai que c'est un rêve que j'ai eu pendant longtemps, mais c'est pas vraiment ce qui m'épanouit. C'est pas vraiment ce moment selon que je suis épanouie. La plupart du temps, on a l'impression que juste parce qu'on a eu ce rêve pendant longtemps, juste parce que nos parents nous ont dit qu'on devait le faire, juste parce qu'on l'a fait pour nos parents, parce qu'on l'a fait pour parce que nos amis savent qu'on fait ceci, on fait cela. On a le sentiment qu'on doit forcément continuer dans la même voie. On a le sentiment que parce qu'on a passé 5 ans à le faire, parce qu'on a passé 10 ans à le faire, parce qu'on a passé 15 ans à le faire, on doit forcément continuer à le faire. Et on ne se rend pas compte, en fait, que on a encore 40 ans à vivre, en fait. On voit les 5 ans qu'on a passé à le faire, on voit les 7 ans qu'on a passé à le faire, mais on oublie les 40 ans qu'on a encore à vivre. On sait que, et puis souvent, je me dis souvent que, quand tu as par exemple 30 ans ou quand tu as 28 ans, je sais pas trop quoi, ta vie en fait active en fait parce que
la plupart du temps, quand tu es entre 0 et 15 ans, tu es un peu comme, tu te laisses un peu porter par le vent. Les parents prennent des décisions pour toi, les familles prennent des décisions pour toi, tu ne décides de rien, en fait. La plupart du temps, à partir de 18 ans, maintenant, je commence à décider. Et je dis si pendant quand je commence à décider que je commence à travailler, peut-être par exemple, tu commences à travailler à 25 ans, à 30 ans, tu as un sentiment de mal-être. Si tu te dis, ok, ça fait 5 ans que j'ai fait ce truc, je vais juste continuer parce que ça fait 5 ans que je le fais, tu ne te rends pas compte, en fait, que le prix que tu payes est très élevé, en fait, parce que tu es en train, littéralement, de sacrifier les 40 prochaines années. On vit à une ère où l'espérance de vie est en train d'aller crescendo. Ça veut dire qu'on vit quand même pour la plupart d'entre nous, on va vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. Voilà. La retraite est en train également d'être avancée. On parle aujourd'hui de 67 ans, 70 ans probablement dans le futur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te dis, ok, ce chemin que j'ai pris n'est pas forcément celui que je voulais prendre, il faut que je change de route, il faut que je fasse un truc différent. À chaque fois que tu te dis, bah non, c'est trop tard, ça fait 5 ans que j'ai passé, ça fait 5 ans que j'ai fait ce truc, ça fait 5 ans que j'ai fait ce truc, tu ne te rends pas compte, en fait, que tu as littéralement 40 ans à vivre encore devant toi. 40 ans de vie active, 40 ans de vie où tu es pleinement consciente. Parce que peut-être les 30 ans ou les 35 ans que j'ai vécu, peut-être les 20 ans que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, la moitié est inconscient, mais les 30 prochaines années seront pleinement conscients. Ça veut dire qu'en décidant de ne pas décider, en décidant de te complaire, tu es littéralement en train de sacrifier les 40 prochaines années, en fait. Parce que tu auras ce mal-être-là encore et encore et encore. Et souvent, ça vaut la peine de s'arrêter, de se demander, d'accord, si rien ne changeait de ma vie pendant les 30 prochaines années, pendant les 20 prochaines années, est-ce que je pourrais vraiment dire que j'ai choisi la vie que j'ai créée? Est-ce que je pourrais vraiment dire que la vie que j'ai créée, c'est une vie que je voulais avoir? Il y en a pour qui c'est absolument, je connais des personnes qui m'ont dit, écoute, Jolie, franchement, mon boulot, c'est vraiment super fun, mon boulot, c'est le plus cool au monde, mes collègues sont trop chauds, et ainsi de suite. Il y en a qui se plaisent vraiment énormément à ce qu'ils se font. Et à ceux-là, je dis vraiment chapeau. Parce qu'au final, le succès, je dis toujours que le succès, ce n'est pas ce qu'on a dans le compte en banque. Le succès, ce n'est pas le titre qu'on a. Le succès, ce n'est pas dire que je suis docteur, je suis, je sais pas trop quoi. J'ai 6 masters ou j'ai 18 doctorats. C'est pas ça le succès. Ou le succès, c'est pas dire j'ai 1 million dans mon compte en banque, j'ai 3 voitures, ainsi de suite. Moi, le succès, au final, c'est vraiment le sentiment de fierté qu'on a quand on se couche le soir pour dormir. C'est le sentiment de fierté qu'on a quand on se réveille le matin, se dire que c'est lundi matin, mais j'ai hâte de commencer à bosser. J'ai hâte d'aller au boulot. C'est dimanche soir, mais vraiment, j'ai hâte d'être à lundi parce que ce que je fais m'excite tellement, ce que je fais me donne tellement de plaisir. J'ai hâte que ça recommence, en fait. Moi, c'est vraiment ça le succès. Fais un truc qui te galvanise vraiment et qui t'épanouit professionnellement, qui t'épanouit financièrement. C'est ça le succès au final. Et donc, c'est important de s'arrêter des fois de se demander, ok, d'accord, cette voie dans laquelle je suis en train de partir, si rien ne change. Déjà, cette voie dans laquelle je suis présentement, la vie que j'ai présentement, c'est le résultat des actions que j'ai prises par le passé. C'est la faute de personne. Il y a personne à blâmer parce que souvent, quand on fait une introspection, on regarde un peu où on vit, où ce qu'on a, on a tendance à blâmer, on a tendance à pointer du doigt, ou c'est à cause de ma sœur, c'est à cause de mon ex, c'est à cause de ma copine, c'est à cause de ma mère, ainsi de suite. On a tendance à blâmer, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'économie, s'il n'y a pas eu le Covid, s'il n'y a pas eu la crise financière, on blâme toujours. C'est à cause de mon boss, c'est parce qu'il m'a viré et tout. On est constamment en train de blâmer parce que c'est facile en fait de blâmer l'autre que de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait en fait. Donc commencer à faire une introspection, se dire ok d'accord, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport au rêve que j'avais? Comment est-ce que je me sens? Et faire vraiment être honnête, se dire ok voilà, j'avais imaginé que j'aurais ça, je ferais ça, je me sentirais comme ça ainsi de suite. Est-ce que je suis vraiment à ce niveau-là? Si la réponse est non, parfait, où je suis, c'est le résultat des décisions que j'ai prises par le passé. Est-ce que si rien ne changeait, est-ce que si je continue sur la route sur laquelle je suis présentement, est-ce que je pourrais vraiment dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que la vie que je l'ai vraiment créée? Parce qu'il est important de se rappeler que la vie qu'on a, on la crée en fait. La vie, chacun de nous peut créer son futur. Chacun de nous peut créer son futur. Et une fois qu'on se rend compte qu'on peut créer le futur, on peut justement se dire quel est le futur que je veux créer? Est-ce que l'action que je prends juste en accord avec le futur que je veux créer? Et si ce n'est pas un accord, on se demande qu'est-ce qu'on doit changer en fait. Et plus tôt on se rend compte de ça, et mieux c'est. Parce qu'il y a je veux dire, qu'on se rende compte consciemment ou pas consciemment, il y aura un temps, forcément, où on devra s'arrêter. Ça peut être, il y en a qui s'en rendent compte à 18 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois les entrepreneurs qui sont millionnaires à 25 ans, parce que ce sont des personnes qui se sont rendues compte à 18 ans, qui ne voulaient plus aller à l'école. Il y en a qui se rendent compte à 15 ans que je vais pas aller à l'école, ça ne sert à rien, ça m'intéresse pas, boum, je suis out. Moi, je m'en suis rendu compte de ça quand j'avais 26 ans. Je travaille déjà. Il y en a qui se rendent compte à 16 ans. Il y en a qui se rendent compte à 36 ans. Il y en a qui se rendent compte à 56 ans. Mais parce que c'est à ce moment-là qu'il se pose les questions difficiles. C'est à ce moment-là qu'il se dit, est-ce que ce que je fais me plaît vraiment? Et il y en a qui s'en rendent compte quand c'est déjà trop tard, ils se disent, ok, c'est vrai que je me rends compte maintenant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jolie? J'ai l'hypothèque de la maison, je dois payer l'école des enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux pas faire autrement, je dois juste continuer dans cette routine-là.
Mais je dis, et c'est la raison pour laquelle c'est important de s'arrêter au moins tous les trimestres, au moins tous les mois. Beaucoup de personnes vont s'arrêter uniquement à la fin de l'année, se dire, ok, voilà, mes objectifs de l'année prochaine seront X, Y, Z. Mais ceux qui réussissent, je suis vraiment obsédée par l'étude des personnes qui ont réussi brillamment. Je suis totalement obsédée par l'étude des personnes qui ont réussi brillamment, les millionnaires, les multimillionnaires, les personnes, les athlètes, les chanteurs et tout, qui ont atteint des niveaux de performance incroyables. Et l'une des choses qui les caractérise tous, indépendamment que ce soit Oprah, que ce soit Michael Jordan, que ce soit, ils sont tous pareils. Ils ont la capacité à s'arrêter à chaque fin de journée pour se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui est en accord avec ce que je veux vraiment être? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que ma réalité aujourd'hui reflète mon potentiel? Est-ce que ma réalité aujourd'hui est en accord avec la vision de ce que je veux vraiment créer? Est-ce que les actions que je prise aujourd'hui sont en accord avec la vision que je veux créer? Est-ce que les actions que j'ai prises aujourd'hui me rapprochent ou m'éloignent de la vision que j'ai de ce que je veux créer? Parce qu'une fois qu'on a décidé de ce qu'on veut créer, une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut créer, on sait exactement comment utiliser son temps. On sait exactement ce qu'on doit faire de son temps. Beaucoup de personnes finissent le boulot, ils rentrent à la maison, ils disent, je suis fatigué, c'est une journée trop difficile, ils se couchent devant la télé, ils regardent, ils font un marathon Netflix, ils passent le temps sur les réseaux sociaux à regarder le profil d'autres personnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'étais vraiment dans ce cercle vicieux-là, d'être vraiment dans une sorte d'engrenage qui m'amène à nulle part, en fait. Parce qu'à ce moment, je n'avais pas forcément une vision claire de ce que je voulais créer. Mais une fois que je décide, ok, voici ce que je veux créer, voici exactement ce que je veux créer dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années à venir, à créer, automatiquement, tu comprendras exactement ce que tu vas faire de ton temps. Tu n'auras pas de place vide dans ton calendrier, parce que tu sauras que, ok, non, ce que je veux créer requiert que je fasse ceci, ce que je veux créer requiert que j'apprenne ceci, ce que je veux créer requiert que je fasse ceci, que je contacte les personnes, que je prenne de l'action. Quand on parle, l'une des plus grosses gangrènes, en fait, qu'on entend en société, c'est surtout l'Afrique francophone, c'est que nous, on grandit, en fait, on a ce modèle-là, va à l'école, aie de bonnes notes, deviens ingénieur, pharmacien, comptable, médecin, tout ce que tu veux, je sais pas trop quoi. On a la liste de médecins. On fait tous la même chose. On est soit ingénieur, infirmier, médecin, pharmacien, comptable. Et on a ça, on va à l'école, on travaille très du tout pour atteindre ce niveau-là. Une fois qu'on arrive à ce niveau, on s'arrête. C'est un peu comme si on mourait. On arrête d'apprendre, on dit plus de livres, plus de cours, plus de rien du tout. J'ai le boulot, c'est fini, j'apprends plus rien du tout. Je suis assez performant. On arrête d'apprendre. Et bien qu'on souvent, parce que bien que souvent on se dit que ce boulot n'est pas assez de payer mes factures, je ne suis pas assez épanouie dans ce boulot, j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais. On ne s'arrête pas pour se dire, ok, d'accord, j'ai tous ces éléments que je rencontre, j'ai tous ces manquements que je ressens. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, en fait? On se pose pas forcément la question, on se dit, ok, bon, oui, peut-être c'est juste une fatalité, peut-être tout le monde vit la même chose que moi. Bref, on ne veut pas sortir de la zone de confort, en fait. Mais on oublie que la raison pour laquelle on a le boulot qu'on a, la raison pour laquelle on a le salaire qu'on a, la raison pour laquelle on a l'appartement dans lequel on vit, c'est parce qu'on a osé prendre des risques, en fait. Quand on va à l'école, quand on étudie, quand on prend 5 ans pour étudier une faculté ou pour étudier une matière ou 7 ans pour étudier un truc, c'est un risque qu'on prend. On prend le risque qu'on peut étudier, mais on n'a pas de boulot, en fait, derrière. C'est un risque qu'on peut étudier, après on ne passe même pas les examens. C'est un risque qu'on prend, on dit, ok, je vais aller à l'étranger étudier, les parents investissent dans de l'argent et tout. On prend le risque d'aller à l'étranger, de ne pas passer les examens, ainsi de suite. Il y a des risques qu'on prend tout au long, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que des fois, une fois qu'on a ce petit niveau de succès-là, le boulot et tout ce qu'on a, on a tellement peur de perdre le peu qu'on a. On a 3 000 euros, 2 000 euros à la fin du mois, 4 000 euros à la fin du mois. On a tellement peur, on se dit que ce sont mes 4 000 euros que j'ai à la fin du mois et tout. Et lorsqu'on dit ok, tu peux investir en toi pour devenir plus, pour gagner plus, et ainsi de suite. Beaucoup sont en mode, non, c'est risqué et tout. Entreprendre est risqué. Entreprendre, c'est compliqué. Je suis pas dans les technologies, je suis pas trop laptop comme toi, jolie, je suis pas trop j'aime pas vendre, la vente me met mal à l'aise. On a une tonne d'excuses. On a une panoplie d'excuses et des fois je suis aberrée parce que je me dis mais attends un peu, quand tu dis que tu n'aimes pas vendre, tu n'aimes pas trop technologie, tu n'aimes pas trop les réseaux sociaux, est-ce que tu te rends compte en fait que toutes les compétences que tu as dû les apprendre en fait? Personne de nous n'est ni pharmacien. Personne n'est des médecins, personne de nous n'est des comptables. Je me rappelle quand j'ai commencé à étudier la comptabilité, pour moi c'était un truc horrible, mais j'ai appris à aimer la chose, après je suis devenue excellente dans le truc. Donc on a appris à aimer des trucs qui au départ ne nous plaisaient pas forcément, parce qu'on avait une vision de ce qu'on voulait créer. On savait que je vais être comptable, je vais être pharmacien, je vais être médecin, ainsi de suite, je vais être ingénieur. Ça nous a poussé à avancer. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu veux entreprendre, avant de commencer à dire je vais lancer quel business, je vais faire ceci, je vais faire par exemple data, c'est très important que tu définisses la vision de ce que tu veux créer. Parce que si tu n'as pas une vision claire
indépendamment du business que tu vas lancer, tu vas abandonner. Parce que ce sera difficile, ce sera dur. Tu devras apprendre des compétences, tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu devras être hors de ta zone de confort. Mais si la vision que tu as, si la raison pour laquelle tu entreprends n'est pas assez solide, tu lâcheras prise. C'est un peu comme les gens qui vont à l'école. On a tous des amis qu'on connaît qui ont commencé les cours avec nous, puis abandonné après parce qu'ils n'avaient pas une vision assez solide. La raison pour laquelle un étudiant fait 5 ans, 7 ans à l'école pour devenir médecin et n'abandonne pas, ou fait 12 ans pour devenir un spécialiste en médecine, ou fait 5 ans en ingénierie, ou fait 6 ans en pharmacie, je sais pas trop quoi, c'est parce qu'ils ont une vision assez forte. Ceux qui n'ont pas une vision assez forte abandonnent parce qu'ils disent c'est trop difficile et ainsi de suite. Donc lorsque tu vas entreprendre, il faut te rendre compte de deux trucs précisément. Quelle est la raison pour laquelle j'entreprends? Parce que si la raison pour laquelle tu entreprends n'est pas assez forte, tu abandonneras en fait parce que c'est dur en fait. Comme toute chose qui en vaut la peine. Il y a rien qui vaut la peine d'avoir, qui est facile à avoir. Que ce soit une belle relation, que ce soit des enfants bien éduqués, que ce soit un boulot dans lequel tu te sens à l'aise, que ce soit une belle relation spirituelle avec le très haut, que ce soit, toutes les choses qui en vaut la peine sont difficiles en fait à avoir. Ça requiert des sacrifices. Et donc plus la vision sera belle et plus le prix à payer sera important. Parce que je dis souvent, quelqu'un qui veut par exemple gagner 5 000 € par mois, comme entrepreneur, ou 10 000 € par mois comme entrepreneur, ne devra pas faire autant de choses, ne va pas réfléchir autant que celui qui gagne 100 000 € par mois en fait. C'est forcément deux façons de voir le monde différent. Et chacun définit le succès comme il l'entend, mais il est important de définir ce que le succès représente pour toi et de prendre les décisions pour y arriver. Et donc le but finalement de cela, c'est vraiment te rappeler que on vivra tous pendant très longtemps en fait. On a encore tous probablement 40 ans à vivre et tout. Donc demande-toi d'accord, où est-ce que je vais vraiment être dans 40 ans? Parce que quand on parle sur un objectif à court terme, objectif et tout, on pense aux 6 prochains mois, aux 3 prochains mois, maximum on pense à une année. On pense forcément à 5 ans. On pense forcément à 10 ans. Et pour ceux qui investissent, on sait que lorsque tu investis dans un bien, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, forcément tu as l'effet des intérêts composés. Et justement, Einstein disait que les intérêts composés c'est la 8e merveille au monde parce que c'est un effet impressionnant, l'intérêt composé. Ça veut dire que il y a l'effet boule de neige en fait. Quand tu investis par exemple dans un immobilier que tu as pris à 10 000 francs le mètre carré, tu peux le vendre 10 ans après à 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs le mètre carré. Ce qui est impressionnant. Et donc, c'est important de se rappeler, en fait, que tout comme les compétences qu'on a sont composées avec le temps, tout comme les compétences qu'on a sont composées avec le temps, en fait, la capacité qu'on a, les compétences qu'on acquiert, tout comme l'argent dans lequel on investit est composé avec le temps, les compétences qu'on acquiert également sont composées avec le temps. Ça veut dire que si tu prends, par exemple, tu dis, OK, tous les jours, je vais prendre 2 heures, je vais apprendre une compétence en demande, tu auras un effet cumulatif après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Beaucoup de gens se disent, mais non, si je passe 2 heures à apprendre le truc, à quoi bon? Mais non, il y a l'effet cumulé. Si tu passes uniquement 1 heure par jour à apprendre une compétence, je pense qu'il y a une étude qui dit, si tu passes 1 heure par jour à apprendre une compétence, au bout d'1 an, tu seras un expert national. Au bout de 5 ans, tu seras un expert national, un truc comme ça. Tu seras un expert mondial dans la compétence en question. Ça, c'est uniquement en prenant 1 heure par jour, tous les jours en apprenant la compétence en question. Maintenant, je pense que chacun de nous peut trouver 1 heure par jour, à la fin, le soir, le matin, pour apprendre une compétence en demande. Mais on se dit, OK, maintenant, 1 heure, bon, non, on préfère que sur les réseaux sociaux à scroller ou à faire des trucs qui sont à se divertir, en fait. On ne se rend pas compte que tout comme on peut investir dans une pièce, dans un morceau de terre, dans un bout de terrain, dans un lopin de terre, avoir l'effet composé de la valeur qui va avec le temps. Quand on peut investir dans la bourse, avoir l'effet des intérêts composés qui va avec le temps. Investir sur soi, dans ses compétences, dans ses connaissances, également un intérêt composant, en fait. Et la beauté avec l'intérêt composé, c'est que tu ne vois pas, l'effet n'est pas immédiat en fait. C'est comme quand tu investis dans la bourse et que tu as un taux de croissance de 7% par an. Pourquoi on se dit, mais 7% par an, c'est ridicule, c'est rien du tout. Mais oui, c'est vrai que c'est rien du tout la première année. Mais quand tu cumules le truc après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 40 ans, c'est énorme en fait ce que tu auras derrière. C'est énorme le rendement que tu auras. Et c'est pareil pour les compétences que tu as. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler comme freelance, mes premiers clients, je les facturais 700 € par mois. Je n'étais pas sûre de ce que je faisais. J'avais même peur de facturer. J'étais en mode, waouh, je vais me payer pour que je travaille en ligne. C'est fou. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, je facture 7 000 €, 10 000 € par mois pour les mêmes compétences. En fait, ça fait uniquement 3 ans. Pour un client. Maintenant, je peux avoir une tonne de clients avec qui je travaille. Et la raison pour laquelle mon revenu est passé de 3 000 € par mois quand j'avais mon travail à temps plein, ou de 5 000 € de brut, la raison pour laquelle je passais de 3 000 € de net ou 3 500 € de net, à littéralement avoir le revenu multiplié par 10 aujourd'hui, ou même par 15, des fois par 20, c'est parce que
tous les jours, je travaille sur mes compétences, en fait. Tous les jours, je sais qu'il y a un effet cumulé. Je me dis, comment est-ce que je peux être meilleur? Comment est-ce que je peux être meilleur? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre après? Et il y a cet effet composé qui arrive de façon automatique. Et la beauté, lorsque tu as une compétence en demande, c'est que la croissance de ton revenu n'est pas proportionnelle. Parce que quand on est dans un boulot normal, on sait qu'on, tous les mois, tous les années, on augmente le salaire de 5%, de 10%, non, même pas de 10%, de 3%, de 5% dans un boulot. C'est ce qu'on donne à la fin de la fin de des fois, on donne même rien. Des fois, on donne absolument rien, parce que non, si la performance n'est pas atteinte, tu n'auras pas de bonus cette année. Ce qui est assez frustrant pour beaucoup de personnes. Et donc, on a ce schéma-là que mon revenu va grandir de façon proportionnelle. Ça veut dire chaque année, j'aurai un 5%, un 3% d'augmentation. Mais quand tu as une compétence en demande, ce n'est pas le cas, en fait. Parce que quand tu as une compétence en demande, tu peux avoir une augmentation exponentielle du revenu que tu génères. Parce que la capacité que tu auras, parce que tu n'es pas payé, parce que quand tu es au boulot, en fait, tu es payé sur la base du temps que tu passes assis au boulot, suite à ton boulot à faire, à travailler des 40 heures par semaine. Et donc forcément, tu es payé pour le temps que tu passes au boulot. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au boulot, ils passent 2 heures sur le téléphone, ils vont aux toilettes, ils font 30 minutes, ils reviennent après, c'est la pause avec les amis, on fait 1 heure, on fait la pause. Lunch, ils font pas grand chose en fait, parce qu'ils sont en mode, je suis pas motivée. Mais à la fin du mois, ils sont quand même payés, parce que ils sont payés sur la base du temps qu'ils passent au travail, pas forcément du résultat qu'ils apportent aux clients. Tandis que, en tant qu'entrepreneur, tu peux sur la base d'un résultat que tu apportes aux clients. Ça veut dire que si tu acquiers la compétence, plus tu deviens meilleur dans ce que tu fais, et plus tu seras payé plus cher en fait. Tandis qu'au boulot, indépendamment de la capacité à laquelle tu es bien dans ce que tu fais, tu as un salaire mensuel que tu es payé à la fin du mois et puis c'est tout, en fait. Donc, tout part de la décision que tu prends, en fait, au final. Parce que si tu n'es pas clair dessus, autour de ce que tu veux créer, autour de la vie que tu vas avoir, autour des actions que tu vas prendre au quotidien, ce sera difficile de créer quoi que ce soit. Et dans ce sens, je voulais vraiment t'encourager, du coup, à faire une introspection, à te dire, si rien ne changeait pour les 5 prochaines années, si dans les 10 prochaines années, est-ce que je pourrais vraiment dire que j'ai créé la vie que j'ai? Est-ce que je pourrais vraiment dire que la vie que j'ai, c'est vraiment une vie que j'ai créée, c'est pas une vie qui m'est tombée dessus? Parce que je me dis souvent quand je parle à mes enfants dans le futur, à mes enfants, je vais pas leur dire, j'ai envie de leur dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer n'importe quoi, tu peux créer tout ce que tu peux créer, en fait. Mais pourquoi je puisse dire à mes enfants que tu peux créer ce que tu veux, tu peux être la meilleure au monde, tu peux être le meilleur au monde, il faut que je leur montre que j'ai été la meilleure au monde, il faut que je leur montre que j'ai vraiment créé ce que je voulais. C'est difficile de dire à nos enfants, tu peux être ce que tu veux, tu peux accomplir ce que tu désires, tu peux aller vers n'importe quel objectif. Si nous-mêmes on est parlé vers la vision qu'on avait de ce qu'on voulait créer, en fait. Si on s'est laissé ralentir par la peur, par le doute, par l'incertitude, par ainsi de suite, par les échecs qui sont totalement normaux dans le parcours vers le succès, en fait. Donc, il est super important, du coup, de faire cette introspection-là, pour avancer plus rapidement, pour avancer de façon plus stoïque, en fait. Donc voilà un peu pour ce live de ce soir. Merci à ceux qui m'ont rejoint pour le live. On fera probablement un live questions-réponses en fin de semaine. S'il y a des questions, le live en replay sera disponible sur YouTube. Comme à chaque fois, la chaîne YouTube, c'est Business Entrepreneuriat. Il y a d'autres pièces de contenu sur sur la chaîne. Je vais prendre des questions s'il y en a avant de partir. Ou ceux qui veulent rejoindre le live. Je vois qu'il y a des personnes sur... On va voir. Si y a des questions, laissez-moi en commentaire. Et si on va se faire 5 minutes de Q&A s'il y en a. Ok. Merci pour le feedback. Allô? C'est déconnecté. Alors, il y a une question sur Instagram qui dit comment est-ce qu'on change de mindset? Comment est-ce qu'on change de mindset pour atteindre ses objectifs? Le mindset, en fait, c'est la capacité que tu as à contrôler les pensées que tu as, en fait. Et donc, une fois que tu as, le mindset, c'est un peu comme un muscle sur lequel tu dois travailler au quotidien. Beaucoup de personnes pensent que le mindset, c'est un truc sur lequel tu travailles une fois et puis on oublie, on sait plus maintenant. Le mindset, c'est un truc sur lequel tu dois travailler au quotidien. D'autant plus quand tu entreprends. Parce que la seule différence entre des personnes comme Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres personnes, c'est la façon avec laquelle elles voient le monde, en fait. C'est la façon avec laquelle elles voient le monde. Tu auras 2 personnes à qui la même chose tu auras 2 personnes peut-être qui vont perdre leur boulot. Et tu auras une personne
qui va littéralement aller en dépression, qui va penser à se suicider, qui va peut-être devenir alcoolique, qui va se laisser aller je veux dire. Et tu vas avoir une personne qui va se dire, ok, j'ai perdu mon boulot, c'est pas grave, je vais lancer mon business maintenant. Ou c'est pas grave, je vais postuler pour notre boulot. C'est pas grave, la différence entre les deux ont perdu le boulot, mais la différence entre les deux, c'est le mindset qu'elles avaient. Tu as également deux personnes qui vont lancer un business. Un va lancer un business, avoir des difficultés à avoir ses clients, avoir des difficultés à faire que la chose démarre. Les deux ont les mêmes difficultés, ils sont dans la même niche, dans le même quartier, dans la même ville, ils lancent le même business. Ils ont les mêmes difficultés. Un va se dire, ok, voilà, j'ai ces difficultés à avoir des clients ou à faire que ce business marche. Je vais rapidement me positionner, pivoter, changer mon offre, changer ma stratégie, changer mon prix, et ainsi de suite. Et l'autre va se dire, franchement, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est franchement une perte de temps, ça ne vaut pas la peine, je rentre faire mon boulot, en fait. Je rentre trouver un boulot tranquille. La différence là, c'est le mindset en fait des deux personnes. Ce n'est pas tant, et c'est souvent, et c'est la raison pour laquelle travailler sur le mindset, c'est la chose la plus importante que tu fais, parce que les actions que tu prends, les résultats que tu auras seront grandement déterminés par le mindset que tu as. Plus ton mindset est solide, plus tu pourras avancer, plus tu pourras traverser les échecs. Et c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs qui ont réussi au niveau les plus importants, les entrepreneurs qui ont littéralement pété tous les plafonds, ils vont te dire, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs dans ce qu'ils font, c'est pas parce qu'ils sont très intelligents, c'est parce qu'ils ont des compétences et des facultés intellectuelles super importantes. Mais ils ont la capacité à se relever après l'échec, à se relever encore et encore et encore, à transformer ce que l'échec signifie véritablement pour eux. Et c'est la raison pour laquelle le mindset, tu travailles sur le mindset de façon quotidienne, à travers des bouquins, à travers des podcasts, à travers des mentors. C'est très important, pour continuer à avancer. Exactement, voilà, Aline dit mind, pensée positive, cette programme, c'est exactement, répétition, justement. Tu veux te littéralement reprogrammer ton cerveau pour être positif. Parce que la plupart d'entre nous, je veux dire, on vit, en fait, la société dans laquelle on vit est naturellement négative. Je veux dire, quand tu par exemple, si tu appelles tes 5 amis, tu dis à tes amis, ok, je vais devenir multimillionnaire, ils vont tous se regarder comme si tu tombais du ciel, ils vont se dire, mais attends, tu te prends pour qui? Tu vois, en fait, on vit dans un monde qui est naturellement négatif, qui est naturellement pessimiste. Et on ne peut pas, et lorsqu'on grandit comme ça, et surtout, on vient d'un environnement où on n'a pas vu forcément les gens avoir beaucoup d'argent. Ou, les gens, quand on avait beaucoup d'argent, on nous a toujours dit que les riches sont des bandits, les riches sont des arnaqueurs, les riches sont des fémans, des féwoman, et ainsi de suite. Donc, on a, culturellement parlant, surtout lorsqu'on est africain, on a beaucoup de choses en nous. On a beaucoup de pensées limitantes qui ne sont même pas les nôtres, en fait. On a beaucoup de pensées limitantes qui nous empêchent. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que je veux réussir, je veux gagner plus d'argent, je veux augmenter mes revenus, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action, en fait. Pas parce qu'ils ne veulent pas augmenter les revenus, parce que subconsciemment, ils associent devenir un truc négatif. Et tant que ton subconscient ne sera pas en accord avec ton conscient, tu ne prendras pas les actions, en fait. Consciemment, tu peux vouloir perdre du poids. C'est une personne qui est en surpoids. Elle veut perdre du poids. Elle fait même souvent des régimes et tout ce que tu veux derrière. Elle veut tellement perdre du poids, mais elle n'y arrive pas. C'est parce que subconsciemment, elle n'a pas l'identité de une personne qui a perdu du poids. Subconsciemment, elle s'identifie comme une personne grosse, comme une personne qui a du poids, qui est en surpoids, en fait. Parce que une fois que tu changes la façon dans laquelle tu te vois, en fait, une fois que tu changes la façon dans laquelle tu te perçois, ça devient impossible de ne pas aller vers la vision de ce que tu veux créer. Mais tant que tu n'as pas reprogrammé ton mindset pour justement te dire, okay, qui est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Tant que tu ne commences à pas définir ça, rien ne change, en fait. Et beaucoup de personnes veulent atteindre un objectif sans changer qui elles sont. Elles se disent, ok, je veux doubler mon salaire, je veux tripler mon salaire. À la fin, au début de l'année, on a la vision, on se dit, ok, je veux doubler mon salaire, je veux aller à la salle de sport tous les trois fois par semaine, je veux boire plus d'eau, je veux manger plus équilibré, ainsi de suite. On a toutes les choses qu'on veut faire, qu'on veut accomplir. Moi, on se demande pas, la question, ce n'est pas tant ce qu'on veut accomplir, mais c'est la question, c'est vraiment qui est-ce qu'on doit devenir pour accomplir les choses qu'on a, en fait. Parce qu'une fois que tu deviens la personne qui a ce style de vie-là, accomplir l'action devient facile, en fait. Je dis, quand je regarde une comme Serena Williams qui se réveille tous les matins à 5h ou à 4h pour aller pour s'entraîner, ce n'est pas difficile pour elle de le faire parce qu'elle sait qu'elle est une athlète, en fait. Ce n'est pas dur pour elle parce qu'elle sait que je suis une athlète. Son identité, c'est l'identité d'une athlète. Maintenant, quelqu'un de badi qui se dit que je vais perdre du poids et tout, aura du mal à aller en salle de sport parce qu'il dit que je suis pas, il n'a pas l'identité, en fait, quelqu'un qui a perdu du poids. Donc, avant de faire chose, il est important justement de reprogrammer son cerveau, de se dire, qu'est-ce que je dois devenir, véritablement, pour que cet objectif soit facile à atteindre.
Parce une fois qu'on a la réponse à la question, tout devient beaucoup plus facile derrière. Pour les polyvalents workers, quels conseils donneriez-vous afin qu'ils puissent trouver leur voie? Les polyvalents workers, c'est quoi un polyvalent worker? Amel, est-ce que tu peux élaborer un tout petit peu? Ça veut dire que tu fais un peu de tout. C'est quoi vraiment un polyvalent worker? Tu es un social media manager. Alors, j'ai commencé comme social media manager en 2020 quand je me suis lancée. Pendant très longtemps, j'étais freelance social media manager. Après, j'ai transitionné un peu. J'ai transitionné un peu du social media manager. J'ai appris d'autres compétences en demande. J'ai fait des publicités sur Facebook, Instagram. J'ai fait des publicités sur Facebook, Instagram et YouTube. Et après, j'ai créé l'agence de marketing. Et donc, je suis chez l'agence de marketing et j'emploie 10 personnes, une dizaine de personnes. Là, on est en train d'employer de nouvelles personnes dans la team pour scaler le truc. Et c'est la raison pour laquelle je parle très souvent de SMMA, qui veut dire Social Media Manager, parce que c'est un peu le chemin, c'est un peu la compétence qui a permis de devenir indépendante financièrement. J'ai appris cette compétence-là. Et c'est un peu ça qui m'a ouvert les voies, qui m'a même de générer mes premiers revenus en ligne, de façon en travaillant de chez moi. Pour moi, c'était un peu comme le coup de foudre. Et je me suis dit, waouh, c'est possible de vraiment travailler de la maison et d'avoir des revenus qu'on génère. C'est magnifique. Et donc, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à me former et à travailler sur moi. Et là, j'ai transitionné justement d'être freelance, à avoir l'agence de marketing. Et justement, j'encourage toujours ceux qui se lancent à viser très loin. L'objectif d'avoir 10 000 euros par mois, c'est le premier step. Ok, je vais me premier 10 000 euros par mois, super. Mais après, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. L'idée, c'est comment avoir 20 000 euros par mois, comment avoir 30 000 euros par mois, comment avoir 50 000 euros par mois. Parce que souvent, on a tendance à penser que plus on gagne, plus on gagne plus on travaille plus dur. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je travaille plus dur quand je gagnais 8 000 euros par mois comme freelance que maintenant que je gagne 5 fois plus que ça. Donc, parce que il y a des systèmes maintenant en place. Et c'est important d'avoir cette vision-là. Mais au départ, dans l'académie de freelance, dans laquelle je forme des personnes qui veulent devenir freelance, la vision, c'est d'abord avoir ces premiers 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros dans les 90 jours après avoir commencé la formation. Et après, on a la partie où on doit scaler, en fait. Parce que plus, en fait, beaucoup de personnes se disent que je veux dire, au final, quand tu te rends compte, en fait, que l'argent, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'expression, en fait, tu vois. Et l'argent, c'est l'autorité, en fait. L'argent, c'est un véhicule pour exprimer l'autorité que tu as, pour mettre en avant l'autorité que tu as, pour avoir plus d'impact. Par exemple, ces vidéos que je fais présentement, je pourrais pas faire ces vidéos, ce live si je n'ai pas la team derrière pour s'occuper de l'agence de marketing. Si j'avais juste voulu être freelance et tout, je n'aurais pas pu employer des personnes qui m'aident juste à créer du contenu sur différentes plateformes et ainsi de suite. Donc, au final, pour moi, c'est viser plus haut, pour l'impact que ça apporte et également pour le style de vie que ça apporte à ceux qui me sont chers, à ceux que j'aime. Donc, mais tout a commencé dans SMM, absolument. L'argent, c'est justement un moyen, c'est juste un véhicule. Absolument. C'est excellent, merci. Oui, faire un peu de tout. Alors, dans la question, du coup, pour les polyvalents, quel conseil donneriez-vous pour qu'ils puissent trouver leur voie? Ok, si tu es polyvalent worker, je dirais, donc, si tu fais un peu de tout, c'est bien d'avoir une compétence, c'est bien d'avoir différentes compétences, c'est super intéressant parce que tu peux justement gagner de l'argent un peu en faisant différentes choses, c'est intéressant. Mais ce que je recommande fortement, c'est de trouver des différentes choses que tu fais. Demande-toi quelle est la compétence, quel est le segment qui est le plus demandé, qui rapporte le plus de revenus, qui me garantit ou qui m'assure des revenus récurrents importants que je gagne tous les mois. Une fois que tu identifies cette compétence-là, cette expertise-là, va all in, en fait. Dis-toi que je me donne les 3-6 prochains mois pour vraiment pour devenir expert, pour devenir le meilleur dans ce que je fais, pour devenir vraiment excellent dans la compétence en question. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu es expert dans un domaine, ce que tu gagnes, en fait, dans avec un généraliste. Il n'y a qu'à voir un cardiologue et un médecin de famille. Le cardiologue le cardiologue et le médecin de famille, ils ont deux salaires totalement différents. Pourquoi? Parce que le cardiologue est expert dans un domaine en particulier. Ou le cardiologue est peut-être le pharmacien qui vend peut-être les produits en bordure de route. C'est vrai qu'il peut vendre les produits en bordure de route. Il peut également peut-être faire le call box. Il peut également peut-être faire le benskin. Il peut également faire, je sais pas trop quoi, différentes choses. Mais l'expertise, en fait, dans tous les domaines dans lesquels tu vas être, en fait, dans la vie, l'expertise que tu auras, c'est vraiment la façon dans laquelle tu pourras gagner plus d'argent. Donc, je te dis, tu fais différentes choses. Dis-toi, ok, je me donne 6 mois pour devenir expert et choisir un domaine qui est bien rémunéré. Beaucoup de personnes également font cette erreur de devenir expert dans les choses qui ne sont pas très importantes.
C'est une erreur. Tu veux choisir une expertise pour laquelle tu seras bien rémunéré. Ça ne sert à rien d'avoir une expertise, ou ça ne sert pas, ça ne sert à rien, mais ça ne sert pas à grand chose d'avoir une expertise pour laquelle qui n'est pas valorisée par le marché. Parce qu'au final, le marché va mettre en avant, va récompenser les compétences en fonction de sa compétence qui apporte plus de valeur. C'est donc quand tu compares, par exemple, une femme de ménage, par exemple, et un médecin. D'accord? La femme de ménage, elle aura beau nettoyer le sol de la façon la plus belle qu'il soit. Elle aura beau savoir comment repasser les chemises. Elle aura beau savoir comment laver les vitres. Mais elle reste une femme de ménage. Et parce que le marché considère que sa compétence n'est pas très en demande, elle peut être facilement remplacée. Elle aura toujours un salaire un revenu qui sera moindre à peut-être un infirmier ou un expert dans un autre domaine, en fait. Donc, ce que tu fais, c'est vrai que ça va te plaire, mais demande-toi de tout ce que je fais présentement, quelle est la compétence qui est vraiment en demande. Quelle est la compétence qui est vraiment bien rémunérée et comment je veux devenir expert dans la compétence en question pour l'offrir après comme étant un expert. Je te garantis que c'est comment tu augmentes tes revenus. Et si tes compétences que je fais présentement, rien n'est vraiment une compétence, rien des compétences que tu n'est en demande, dis-toi, ok, je vais apprendre une nouvelle compétence, en fait. Très souvent, on a peur de commencer d'apprendre un truc nouveau. Pourtant, on ne devrait pas, en fait. On devrait être excité d'apprendre des trucs nouveaux parce que quand on apprend, on devient plus jeune. Quand on apprend, forcément, on challenge notre cerveau, on devient plus intéressant, on se challenge également personnellement. Donc, je suis pas d'apprendre et de se challenger, en fait. Je t'en prie. Quel niveau d'études avoir pour se lancer dans le freelance? Alors, il n'y a pas de niveau d'études requis, en fait, parce que c'est totalement basé sur ce que tu sais faire, en fait. Et le freelance, en fait, c'est quoi un freelance déjà à la base? Un freelance, c'est quelqu'un qui va ici offrir une compétence en demande. Donc, le freelance n'est pas tant payé sur la base du diplôme qu'il a, ou sur la base du niveau d'études qu'il a. Pas du tout. Le freelance est payé sur la base de la capacité qu'il a à apporter des résultats à ses clients. Ça veut dire que que tu aies le CEP, que tu aies le bac, que tu aies 2 masters, que tu aies un doctorat, ça importe totalement pas du tout, parce que le freelance, c'est une compétence spécialisée que tu as, en fait, acquise. Par exemple, moi, à la base, j'ai un background en finance et en data science. C'est le background que j'ai étudié. Mais le freelance, je suis freelance dans le domaine du marketing digital, ça n'a absolument rien. Juste quand j'ai transitionné du mois au départ, je suis allée sur social media manager, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais étudié à la base. Absolument rien du tout. Mais ma seule ne m'ont servi à rien. J'ai dû apprendre, en fait, la compétence en demande. La beauté, c'est quand tu es freelance, c'est que tu définis quelles sont les compétences en demande qui sont les mieux valorisées, qui sont les mieux payées. Je vais les apprendre, déjà. Je définis parce que quand on va à l'école, en fait, à la fac, on a tellement de choses qu'on apprend, on a tellement de matières qu'on apprend qui nous servent à rien, géographie, histoire, PCT, une tonne de trucs inutiles. Mais quand tu es freelance, tu choisis un seul truc, en fait. Tu dis que je vais apprendre Facebook Ads, je vais apprendre la pub sur YouTube, je vais apprendre la pub sur Facebook. C'est une seule compétence que tu apprends et tu vas all in. Je vais apprendre social media management, tu vas all in. Je vais apprendre le copywriting, tu vas all in. Ce qui fait que tu deviens expert très rapidement, que tu n'es focalisé que sur un seul truc pendant 1 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Donc forcément, tu deviens expert assez rapidement. À partir de ce moment-là, quand tu commences à apprendre, tu as justement des clients. Et la beauté avec le freelance, c'est littéralement que le freelance, c'est l'une des seules choses pour lesquelles tu es payé pour apprendre. Parce que beaucoup de personnes se disent, ok, quand je serai expert, et c'est un peu comme ça qu'on a grandi, on s'est dit, ok, va à l'école, passe 12 ans l'étude, je sais pas trop, au primaire, après le secondaire, après l'université. Le schéma traditionnel veut qu'on part à l'école, on étudie pendant des années, on a des diplômes, on fait un stage, après on est payé pour le travail qu'on a à faire. Quand tu es freelance, c'est le schéma totalement inversé. Quand tu es freelance, tu apprends les compétences, tu as un niveau intermédiaire, tu trouves tes premiers clients, tu travailles avec eux, c'est sans travailler avec tes clients que tu deviens vraiment expert, en fait. Ce n'est pas en étudiant pendant longtemps que tu deviens expert comme freelance, pas du tout. Quand j'ai commencé comme freelance, honnêtement, le premier client que j'ai eu super peur, j'avais peur de pas savoir ce que je faisais du tout parce que c'était mon premier client, je sais pas trop si j'allais performer ou pas. Mais à chaque fois qu'on a des clients dans l'agence, je deviens meilleur parce que j'apprends à chaque fois, en fait. Et donc, quand tu es freelance, tu es littéralement payé pour apprendre. Et c'est ce qui rend la chose super intéressante. C'est que tu es payé pour apprendre. Et donc, il n'y a pas un niveau d'études requis. Tu choisis la compétence en demande et tu vas all in. Et c'est comme ça que la magie s'opère, en fait. Et donc, du coup, dans l'académie de freelance, justement, que j'ai créée pour accompagner les freelances qui veulent se lancer, on se concentre principalement sur social media management et publicité en ligne. Parce que ce sont vraiment les 2 compétences qui sont super intéressantes et qui sont, à l'ère à laquelle on vit, sont vraiment les compétences qui sont majeures, en fait, pour générer plus de revenus. Donc, voilà un peu.
On a fait le tour des questions, tout a été répondu. Merci ceux qui m'ont rejoint. C'est un live super intéressant, je trouve. Le replay sera disponible sur Instagram et sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore dans la chaîne YouTube c'est Business et Entrepreneuriat. Le lien est en bio. Pour ceux qui veulent rejoindre l'Académie des Freelance Elite, vous pouvez me laisser un message sur Instagram pour tout simplement. La masterclass au fait est également en bio pour savoir un peu comment se lancer comme freelance, comment avoir ses premiers clients et tout ce qui va derrière. Sur YouTube également, il y a plein de vidéos autour du freelance pour ceux qui veulent aller un peu plus, qui veulent faire un deep dive. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Puis il y aura probablement un live en fin de semaine encore pour parler de business, entrepreneuriat, mindset et autres. Bonne soirée, merci encore de m'avoir rejoint. Bye bye.